tout d'abord, une petite mise en perspective. Quand on parle de chaîne de valeur dans l'industrie, c'est l'ensemble des étapes qui permet à une entreprise d'obtenir un avantage concurrentiel. Et donc, ce qu'il faut, c'est évidemment optimiser l'ensemble des étapes et l'ensemble des maillons de cette chaîne-là. Donc, auparavant, historiquement, effectivement, cette chaîne était relativement statique. C'était le producteur, le distributeur, le client. Et le numérique vient bousculer un peu cette façon de concevoir, notamment avec évidemment les révolutions technologiques qui ont cours, l'Internet des objets, la virtualisation, la cobotique, etc. Et ça bouscule les relations avec les sous-traitants, ça bouscule les relations avec les clients et ça bouscule effectivement les relations au sein même de l'usine. Donc pour mettre un peu en perspective ce sujet-là, je vais tout d'abord donner la parole à deux enseignants-chercheurs, donc Lionel Roucoul de l'ENSAM et Benoît Hénard de l'Université de technologie de Compiègne, afin qu'ils nous parlent des enjeux en matière de recherche et développement sur ce sujet-là. Et donc je vais laisser la parole à Benoît. Oui, bonjour. Donc, un des enjeux, comme ça a été mentionné, le point de départ de cette innovation autour de la continuité numérique, c'est tout le bénéfice qu'on va avoir avec les objets connectés, qu'on va intégrer dans les produits, les machines, les systèmes, et qui vont remonter de l'information, des données sur les usages, l'exploitation, la mise en œuvre de ces produits, de ces machines, de ces systèmes, et avoir donc capacité à alimenter sur le comportement d'ensemble qu'on peut avoir sur des lignes de production, sur des données plus élémentaires, pour alimenter la vision globale et le fonctionnement et du retour d'expérience pour les nouveaux schémas de conception qu'on fera de ces systèmes. Donc là, un enjeu, c'est de synthétiser cette information et d'alimenter tous les utilisateurs et de diffuser sur les vecteurs et les supports nécessaires dans un schéma numérique qui apporteront l'information nécessaire et utile. Et Lionel, justement, donc tu es enseignant-chercheur à l'ANSA, mais quels sont tes sujets, sur quoi tu travailles actuellement en matière de recherche et développement, justement? Alors, nous, on travaille principalement sur les processus de conception, supportés par des systèmes d'information et du coup, les futurs systèmes d'information. Et pour revenir à la question un peu initiale de digitalisation de la chaîne de valeur, aujourd'hui, on regarde en fait le système d'information comme quelque chose qui doit constamment évoluer, puisque finalement, le monde est en constante évolution, aussi bien sur les marchés, sur la connaissance, sur les systèmes manufacturiers, sur l'innovation, sur les systèmes d'information. Et du coup, l'idée, c'est d'aller vers des systèmes très agiles, en fait. Le mot-clé, ou le mot, c'est un peu plug and play, d'accord, pour qu'on puisse réagencer le système d'information support de l'activité au fur et à mesure qu'elle bouge, en suivant les changements. Et merci. Évidemment, la recherche et développement, c'est certes dans les universités et les écoles, mais c'est également porté au sein des grandes entreprises. Donc, je vais passer la parole à Georges-Éric afin qu'il nous explique les grands sujets de R&D donc pour Airbus Hélicoptère et également très concrètement cette digitalisation de la chaîne de valeur, comment elle est imposée et mise au sein de ton entreprise. Oui. Je vais, moi, parler plus industrie. Je ne vais pas parler de toute la recherche et développement et digitalisation. Je travaille à l'innovation, donc à la direction industrielle d'Airbus Hélicoptère. Et effectivement, dans le groupe Airbus, on travaille beaucoup là-dessus. On fait pas mal de recherches. On essaye de structurer, donc de suivre un petit peu tous les travaux de recherche à droite, à gauche. On essaie de bien comprendre ça. On a lancé, nous, une thématique à l'intérieur du groupe Airbus qui s'appelle Factory of Future. Bon, l'usine du futur, en français. On essaie de travailler là-dessus, de bien comprendre ce qui se passe et les grands enjeux, donc avec des enjeux à 2020, 2025, voire 2030, et des enjeux nettement plus 2020 là, dans les années à venir. On peut citer sur ces choses que l'on fait là, en France, typiquement le projet usine aéronautique du futur qu'on fait avec l'égide du CORAC. On travaille la simulation des procédés pour essayer de simuler complètement, pour fabriquer juste du premier coup, sur la fabrication additive aussi, puisque c'est la partie de la digitalisation, c'est aussi un grand changement, et sur la partie automatisation. On travaille aussi avec le CNRFID, on a lancé un projet ITGDO,
sur l'Internet des objets. Alors, tout ça dans un monde un peu aéronautique. On en parlait juste avant, on est un monde un petit peu à part, on a des exigences de qualité un peu spécifiques, des cadences un peu spécifiques, et donc on travaille un peu enfin, on essaie de se connecter avec la recherche, mais on travaille un petit peu on essaie de mutualiser toutes nos exigences. Voilà. Et justement, puisque effectivement, ce qui est intéressant dans la digitalisation de la chaîne de valeur, c'est aussi la mise en réseau, l'écosystème, et comment, vis-à-vis de peut-être vos sous-traitants, vous travaillez et vous avancez sur ce sujet-là. Alors, on travaille, on a un peu schématisé ça, on a mis 2 streams, en anglais, 2 axes, c'est-à-dire qui vient un peu de l'industrie 4.0 d'Allemagne, un axe vertical, du bureau d'études jusqu'à l'atelier, en fait. Donc on fait une chaîne de valeur, on digitalise complètement. Et là, la dernière chose qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place la solution d'Apriso d'Asso Systèmes là, pour digitaliser nos ateliers, pour que notre compagnon ait directement accès à toutes les informations. Donc c'est un axe vertical. Et après, on a un axe horizontal, en fait, de toute la supply chain, de toute la chaîne de sous-traitants, jusqu'aux opérateurs, nous, là, de nos hélicoptères. Et on essaye un peu de digitaliser tout ça. Donc là, oui, on a de gros travaux là-dessus. Et j'allais dire, bien entendu, on met là-dessus une couche de big data pour essayer d'optimiser le tout. Merci Georges-Éric. Et on voit donc effectivement déjà la mise en pratique de cette digitalisation de la valeur chez les grands acteurs. Et c'est souvent remarquable, et on le sait bien au niveau de l'Alliance et au niveau effectivement des politiques gouvernementales, que la situation est un peu plus complexe et un peu plus difficile pour les petites et moyennes structures. Et donc là, j'ai passé la parole à Benoît, qui travaille également en collaboration avec le CETIM, dont c'est une partie des métiers, et pour nous dire un peu la situation au sein de ces PMI. Donc face à cette numérisation, tout simplement. Tout à fait. Donc là, il y a vraiment des enjeux qui nous sont remontés par le CETIM et leurs adhérents qui vivent au jour le jour des relations avec les donneurs d'ordre, qui attendent effectivement le retour des projets techniques développés par les PME-PMI à livrer aux donneurs d'ordre et dans un schéma numérique. Donc là, il faut accompagner ces PME pour qu'elles soient en aptitude, en positionnement de livrer les données, les informations relatives aux équipements, sous-ensembles, sous-systèmes qu'ils développent et les intégrer dans la vision globale qu'a le donneur d'ordre. Donc là, il y a un tuilage, une articulation de chaînes de valeur numérique qui est à travailler. Et là, on développe donc des collaborations avec le CETIM pour voir quelles sont les meilleures stratégies pour intégrer l'ensemble, la chaîne de sous-traitance, dans la chaîne globale de valeur du donneur d'ordre. Mais heureusement, la situation est parfois certes compliquée parmi les PMI, les petites et moyennes entreprises de l'industrie, mais il y a quand même de bons exemples. Et là, je vais passer la parole à Marc Chevreau qui a développé un concept, donc la voiture XYT, et qui, au-delà du concept même, est certainement très intéressante dans la fabrication et la mise en réseau justement de l'ensemble des sous-traitants et l'ensemble des acteurs pour la construction de cette voiture-là. Donc Marc, explique-nous un peu le concept et ce que tu as mis en place en termes de digitalisation de la chaîne de valeur justement. En fait, nous, c'est un petit peu différent. On est né digital. C'est-à-dire qu'on est nouveau sur le marché, donc les produits ont été conceptualisés à l'aide d'outils digitaux, nos moyens de communication sont digitaux, les échanges avec nos partenaires sont numérisés et digitaux. Donc c'est un petit peu différent en ce sens qu'on n'a pas eu la nécessité de faire muter une industrie d'un modèle traditionnel vers un modèle digital. Donc ça, c'est la première des choses. Pour autant, le digital nous a permis d'adresser aujourd'hui le monde de l'automobile, chose que l'on n'aurait pas pu faire hier. Pourquoi ? Parce que grâce à ces outils et grâce à la mise en place d'un nouvel écosystème lié à ces outils digitaux, nous pouvons faire ce que l'on appelle de la surtraitance, c'est-à-dire impliquer complètement nos fournisseurs dans la fourniture d'objets tant physiques que d'objets de service. Et de ce fait, nous pouvons nous positionner comme constructeur automobile, intégrateur, alors que nous n'avons
aucun outil industriel chez nous, puisque nous fabriquons des véhicules tout en restant fabless. Alors, je tiens à dire que le concept peut être vu donc sur le stand de l'Alliance Industrie du Futur, puisque voilà, tu as pu être vitrine de l'Alliance. Donc, n'hésitez pas à aller, à vous rendre donc, sur le stand pour voir le concept. À travers effectivement l'ensemble de ces premiers échanges, on voit l'importance de l'information et de la transversalité de cette information. Et donc, je vais passer la parole à Yann afin qu'il nous explique en quoi l'information, la gestion de l'information et sa transversalité ont toute leur importance dans cette digitalisation. Oui, aujourd'hui, ce qui est clé, c'est la mise à disposition de la bonne information au bon moment. Une des problématiques, c'est dépasser les silos. Alors, historiquement, c'était des silos organisationnels. Maintenant, ça peut aussi se transformer en silos technologiques, et qui fait que dès qu'un acteur de la chaîne, de la supply chain globale, met à disposition une information, que ce soit un client ou un fournisseur, qu'elle soit immédiatement disponible tout au long de cette chaîne. Donc de réfléchir globalement à cette transition de l'information afin d'être le plus réactif possible, le plus immédiat possible, car aujourd'hui, beaucoup d'éléments se jouent au niveau de la compétitivité, de la capacité à traiter au plus vite, au plus près de l'information. Et surtout, un facteur important, c'est d'éviter les multiples ressaisies inhérentes à différentes couches applicatives qui posent des problèmes en termes de qualité, de délai et de coût, et d'arriver à traiter de façon beaucoup plus fluide cette information, ce qui devient un enjeu majeur pour beaucoup d'entreprises. Merci. J'ai envie de changer de sujet et parler un peu de l'homme maintenant. L'homme au sein de ce process, de cette révolution, de cette digitalisation de la chaîne de valeur, puisque l'homme est tout d'abord décisionnaire et on sait très bien l'impact que peut avoir un dirigeant dans le choix et la stratégie de son entreprise et dans l'impact qu'il peut avoir sur le mouvement qu'il convient de créer pour cette digitalisation, mais également l'homme, le salarié, la personne qui est actuellement en poste et dont les compétences vont certainement devoir changer, peut-être les métiers évoluer et qu'il convient évidemment de prendre en compte. Du coup, je vais passer la parole encore une fois à nos enseignants-chercheurs, puisque que ce soit l'UTC, l'ENSTAM, ces deux structures ont évidemment mis en place des formations, des réflexions sur ce sujet-là. Donc Benoît, sur l'homme et la digitalisation de la valeur et les compétences. Oui, tout à fait. Donc là, il y a un réel enjeu de capacité d'intégration et de vision système à mettre en œuvre dans les schémas pédagogiques. Et donc, pour cette intégration de la digitalisation de chaîne de valeur, il faut apporter ce qu'on a fait par exemple dans le schéma de la mécatronique, où on a poussé nos collègues qui étaient positionnés disciplinairement et chacun faisait son module d'enseignement en mécanique, en électronique, en automatique, et leur dire si on veut faire la mécatronique, il va falloir que vous travailliez en synergie et vous appreniez aux étudiants à faire des projets où chacun amène son expertise et on est capable d'intégrer cette expertise. Donc là, avec la digitalisation de chaîne de valeur, on passe à un schéma supplémentaire où il faut non pas rester dans le schéma matériel qu'on a avec la mécatronique, mais intégrer toute la composante dite cybernétique, ce qu'on appelle les cyber physical systems, et donc renforcer la gestion du numérique dans le système global. Et c'est là où il faut qu'on apporte cette vision-là à nos futurs ingénieurs, mais même aussi aux techniciens qui auront à développer ces systèmes, les mettre en œuvre, les exploiter ou en faire la maintenance, et qui comprennent tous les enjeux d'avoir cette intégration numérique qui est à tout l'interface de tous les systèmes, sous-systèmes et architectures à mettre en œuvre. Donc là, il faut qu'on forme nos futurs cadres d'entreprise, mais aussi techniciens, à apporter et à mettre en œuvre ces solutions. Et quels freins, quelles difficultés vous pouvez ressentir vis-à-vis de ces hommes, ces salariés ou ces futurs salariés que vous pouvez ressentir en tant que professeur et personne évoluant dans la formation? Les freins, ils ne vont pas forcément être au niveau des étudiants, parce qu'ils ont le numérique au bout des doigts. Leur aptitude à manipuler un smartphone est sans commune mesure avec celle que nous opérons avec un seul doigt. Et c'est plutôt au niveau du projet pédagogique qu'on va leur apporter et comment on va transformer en fait la pédagogie de nos collègues enseignants. Donc là, avec Lionel, je pense qu'il apportera son éclairage aussi. On lutte pour apporter ces visions transversales et en plus cette dualité
numérique, physique, car il faut garder bien les deux éléments pour comprendre ce qui se passe dans notre environnement. Et donc Lionel, je vais te passer la parole. Effectivement, à l'ENSAM, qu'est-ce que vous avez mis en place pour accompagner ces étudiants et salariés et comment, je reprends ce que disait Benoît, tu arrives à motiver et à bousculer aussi peut-être le corps professoral de l'ENSAM sur ces sujets-là? Alors, je crois que le mot il est bien choisi dans bousculer le corps professoral. Ouais, je crois qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on met en place au niveau de l'ENSAM aujourd'hui, c'est on essaie d'avoir une approche plateau projet, où finalement, on vient faire travailler les étudiants sur des gros plateaux projets et on essaie, alors ça c'est sûrement un idéal que j'ai, mais qu'on essaie de transmettre petit à petit, c'est d'essayer de s'affranchir de plus en plus des silos cours TD-TP, tel qu'on peut l'avoir dans des modalités pédagogiques classiques, et finalement aller vers un système pédagogique qui est très proche de l'industrie, où on travaille sur des projets, et à travers ces projets-là, l'étudiant va acquérir des savoirs, va se former pour atteindre le niveau qu'on requiert au niveau ingénieur, quoi. Donc, c'est pas trivial parce qu'il faut apprendre à travailler différemment, aussi bien les étudiants que nous, les professeurs. Mais ça permet de nous rapprocher de l'industrie parce que les plateaux projets peuvent être fortement liés avec l'industrie, avec la recherche parce que nos activités de recherche peuvent pleinement se mettre en évidence sur les plateaux projets. Donc voilà ce qu'on met en place au niveau de l'ENSAM aujourd'hui, qu'on essaie de mettre en place en tout cas. Et j'ai envie de me retourner du coup, encore une fois, vers Georges-Éric, puisque le sujet de la formation au sein d'Airbus Hélicoptère, j'imagine que c'est quelque chose de très important. Et qu'est-ce que vous avez pu mettre en place et comment vous envisagez ce sujet-là et comment vous formez vos salariés actuels à cette révolution? Alors, comment sont les formes? En fait, bizarrement, je crois qu'ils sont beaucoup plus en attente de nous. C'est plutôt nous qui ne sommes pas suffisamment digitaux. Je pense que nos salariés enfin tous les compagnons sont beaucoup plus digitaux. En fait, ils sont beaucoup plus digital à la maison qu'ils ne sont dans on connaît cette distorsion qu'il y a sur le fait, en tant que particulier, d'être très numérique, très digitalisé, ouais. Et en tant que professionnel, c'est un peu plus lent, un peu plus compliqué. Et, plus lent. Donc en fait, là, oui, il y a une course. Enfin, il faut que nous, on ait cette agilité. On en discutait un petit peu avec Marc, là. Il faut qu'on arrive à donner cette agilité, cette digitalisation à l'ensemble de l'entreprise. Ça se passe relativement bien et ils acquièrent relativement vite cette capacité. C'est nous qui devons donner ça avec des tablettes, avec des smartphones, avec maintenant les nouveaux outils, les smart tools, les outils connectés. Mais globalement, tout ça se fait relativement bien. Et par contre, on travaille aussi avec l'ENSAM à Henri Fabre, notamment. On essaye de travailler un petit peu là-dessus, mais globalement, aujourd'hui, on n'a pas ce problème-là. Enfin, ça se passe relativement bien et ce sont plutôt qui demandent. Et on ne leur retirait pas les outils. Une fois qu'on l'a mis, on ne peut plus faire marche arrière. D'accord. Voilà. C'est plutôt bon signe en tous les cas pour l'avenir. Maintenant qu'on a discuté effectivement des enjeux de R&D, des enjeux de technologie, des enjeux de formation, qu'on vient de se poser la question, c'est comment pratiquement on amène la digitalisation au sein de son entreprise. Et pour cela, je vais donner la parole à Yann, donc Yann Bieg, qui travaille pour GFI, dont le métier, c'est d'accompagner justement les entreprises à la numérisation et à la digitalisation. Oui, merci Rémi. C'est vrai qu'une des problématiques, c'est que pour beaucoup, la vision cible, elle paraît évidente. Maintenant, la complexité, c'est de définir quelle est la bonne trajectoire. En partant d'un état, en partant d'une disponibilité, on ne rend pas une entreprise en claquant des doigts digitales, on ne peut pas non plus former l'ensemble des salariés, l'ensemble des techniques dans un instant T. Et donc comment on arrive à gérer en fonction de ces urgences, ces priorités, ces différentes étapes permettant de conduire à une amélioration, allant vers une digitalisation et en gérant aussi ces moyens au cours du temps. Les grandes entreprises peuvent avoir des capacités globales leur permettant de mener de front différents types de chantiers. Pour une PME ETI, la problématique n'est pas à ce niveau-là. Pour elle, un projet est déjà un projet fortement engageant. Et donc sa question, c'est lequel, par quoi commencer, quelle est la thématique qui va m'apporter instantanément de la valeur ajoutée sans pour autant perturber globalement mon activité. Donc ça, c'est un sujet clé qui est la trajectoire, de définir ces briques, donc de réfléchir un peu globalement à son schéma. On peut appeler ça des schémas directeurs ou des roadmaps permettant de voir la cible, voir son existant,
définir des étapes et y aller. Et comment le faire? C'est se faire accompagner. Je pense que c'est la meilleure méthode. C'est toujours compliqué quand on est soi-même jugé parti de trouver la bonne façon, d'avoir en même temps la vision de son existant, mais de comprendre l'ensemble des champs des possibles. Et en ça, il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui interviennent et qui aident, notamment l'Alliance pour l'industrie du futur, qui est là pour ça, avec ses adhérents, pour aider les PME ETI à prendre en considération leur réalité, à voir le champ des possibles disponible dans le cadre de l'usine 4.0 et de pouvoir déterminer conjointement quelles sont les bonnes étapes, les bons moyens, les bons leviers, surtout adaptés à chaque réalité. Il n'y a pas une trajectoire, il y a autant de trajectoires que d'entreprises ou par secteur d'activité où on peut trouver. Et aussi pour moi, un des facteurs importants, c'est de regarder ce que font les entreprises sœurs. Il y a beaucoup d'exemples, c'est en ça que des vitrines existent aujourd'hui, de montrer que c'est possible. Des acteurs ont fait ces mutations, sont allés dans ces directions, ont rencontré aussi des difficultés, et c'est important d'apprendre de ces éléments-là, mais aussi ont trouvé beaucoup de valeur ajoutée, et c'est en ça que dans ces partages, je pense que c'est très, très riche d'enseignements, et il ne faut pas hésiter justement à aller vers ces acteurs-là qui sont là à votre service pour essayer d'avancer dans ces directions. Donc effectivement, on voit le rôle effectivement de l'Alliance en tant que prescripteur sur les sujets de la numérisation, de la digitalisation, mais également en termes d'accompagnement. Et donc j'ai oublié de dire effectivement que tu étais aussi le délégué régional au numérique de l'Alliance en Ile-de-France. C'est que l'Alliance a mis en place maintenant un réseau dans l'ensemble et chacune des régions, il convient effectivement d'aller dans les territoires pour porter nos messages en lien avec les régions, puisqu'on est partenaire avec l'ensemble des régions. Et je vais passer peut-être, et pour conclure, la parole à Lionel qui, en région PACA, puisqu'il est installé en PACA, a pu travailler avec son écosystème, l'ensemble des acteurs, et il convient de le signifier. Oui, alors nous, sur PACA, l'Alliance Industrie du Futur s'organise fortement, alors pilotée par l'ARI, l'Agence régionale de l'innovation, et en accord avec tout l'écosystème, puisque finalement, l'ARI et des partenaires comme, alors je ne vais pas forcément tout détailler, mais le Team Henri Fab ou la PFMI 96 permet d'animer l'écosystème régional entre grands groupes, PME, académiques, se fédérer autour de ces grands sujets de l'Alliance Industrie du Futur. Et donc, comme on parle de la digitalisation, entre autres, un groupe de travail qui se crée autour du numérique pour regarder quels sont les verrous, quels peuvent être les besoins des PME, des grands groupes, qu'est-ce que les académiques peuvent apporter en termes de recherche, comment on peut faire de la formation pour former les futurs ingénieurs autour de ces éléments numériques. Voilà, donc on s'organise en région PACA avec ces groupes-là qui après amènent soit sur des offres de formation. On a monté une offre de formation par apprentissage, donc avec entre autres Airbus et hélicoptères, et après des projets de recherche qui peuvent émerger ou des projets industriels de valorisation, etc. Voilà comment on s'organise en région PACA. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a une émulation en région, dans les territoires, et qu'effectivement, c'est un mouvement qui n'est pas simplement l'Alliance, c'est l'ensemble des régions, l'ensemble des écosystèmes, des centres de recherche, on en a discuté, qui se sont mis en place. Et on porte certaines valeurs, surtout une idée, c'est que le numérique, effectivement, a bousculé des schémas traditionnels, certainement, mais que c'est aussi beaucoup d'opportunités. Il convient, effectivement, de se lancer et de se faire accompagner pour réussir. Et c'est certainement le gage de réussite pour l'industrie française pour les années à venir. En tout cas, messieurs, je vous remercie de nous avoir consacré du temps et pour ce que vous avez pu dire. Et donc, engagez-vous dans le numérique. Merci.